Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner la vie fiabilité de cette Peugeot 206 2 litres HDI, le futur collector, le futur véhicule que les jeunes d'aujourd'hui vont s'arracher parce que c'est la voiture un peu buzz entre guillemets des réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas d'argent, puisqu'il y en a d'autres qui font des buzz en Porsche ou je ne sais quoi. Cette voiture, donc, je crois, moi, que c'est une voiture qui... elle avait tellement une grosse demande, une grosse carrière, tellement tout le monde la voulait, elle a tellement été un produit magistral au tout début des années 2000, à la fin des années 90, 99, 2000, par là. Ça a tellement été un buzz, cette voiture, que je crois sincèrement que c'est un collector en puissance. Et oui, c'est un HDI collector en puissance. Il ne va pas y en avoir beaucoup, mais évidemment, les jeunes vieux que nous sommes pensons qu'il n'y a que les 205 GTI, les Rolls et autres joyeusetés qui vont être des collectors, mais les voitures des années 2000 diesel qui ont fait un grand succès et qui ont été, comme on disait pas à l'époque, le buzz à ce moment-là, et ben ces voitures-là, à l'image par exemple de la Golf 4 TDI par exemple, ou la Seat Leon TDI 150, la Ibiza 130, la Ibiza 160, enfin bref, toutes ces voitures critères 4 aujourd'hui qui sont détestées par certains hommes politiques ou femmes politiques. Ces voitures-là, malgré tout, ce sont les futurs collecteurs en puissance, ce sont elles les futurs Youngtimers. D'ailleurs, j'ai pas peur de le dire, hein, cette 206 2 litres HDI, c'est un Youngtimer aujourd'hui, puisqu'elle a 25 ans, la pauvre voiture. Donc on va faire la vie fiabilité, on va regarder les points à regarder, les points de faiblesse, parce que oui, c'est une Peugeot et il y a une tonne de choses qui ne vont pas sur ces voitures, quoi qu'en pensent certains. Donc on va faire le tour immédiatement après cette introduction et après avoir montré le kilométrage. Notre 206 2 litres HDI, d'ailleurs vous l'aurez peut-être pas remarqué, mais on va le montrer tout de suite, elle a toutes les options du catalogue. Pour une fois qu'on a une vraie toute option sous les yeux, c'est une XS Premium. Elle a le petit logo ici, en plus premium. Alors je crois, mais j'ai un petit doute, certaines s'appelaient XS Sport sur le tout début, peut-être que c'est une XS Sport. Donc elle a les pare-chocs machin, elle a la peinture intégrale, la peinture métal, les jantes en 16 identiques au 206 S16. Elle a la navigation GPS Bluepunct avec, là voilà, si je mets le contact, on va le voir. On a le petit logo GPS ici qui pour l'instant n'est pas très joli, mais il va revenir très joli. Elle a la clim auto, elle a le toit ouvrant électrique, elle a le cuir complet avec les panneaux et la boîte à gants en Alcantara. Donc c'est une vraie toute option. Et cette voiture qui a encore les compteurs noirs parce que c'est également les toutes premières, elle a 119 130 km. Mais ils sont réels, les 119 000, ce qui n'est pas tous les jours pour un diesel de 25 ans. Malgré ça, on va voir qu'il y a 2-3 petits points de contrôle à procéder. Mais en tout cas, on est content. Et autre chose que je voulais montrer, c'est le volant également identique à la 206 S16 phase 1 avec le magnifique cuir dont on va évoquer dans quelques minutes son aspect. Mais voilà, on a sous les yeux une vraie toute option. Et oui, on a même... le petit béquet arrière, la canule d'échappement chromée, bref, à l'extérieur, elle ressemble à une S16 et c'est pour ça que c'est une vraie toute option. Trappe à essence en alu plus 20 chevaux et voilà. Donc pour un rapide retour en arrière, parce que là c'est pas l'objet de cette vidéo là, plus tard on fera le test dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas encore trop quand est-ce qu'on aura le temps de faire ça. Pour faire un rapide retour en arrière sur cette voiture, la 206 2 litres HDI sort en 1999 avec la puissance de 90 chevaux. Le 2 litres HDI est sorti en 97 sur la Citroën Xantia en 110 chevaux. Là, il n'y avait pas la place pour mettre l'échangeur 110 chevaux à la manière à l'époque de la 205D Turbo qui n'était qu'une version dégonflée du moteur de la 405, moins 12 ou 14 chevaux en fonction de comment on appelait les puissances commerciales. Donc là, on n'a que la version simplifiée du 2 litres HDI, donc en 90 chevaux. Et cette voiture, donc quand elle sort en 99, c'est une révolution parce que les petites voitures diesel classiques et des concurrentes, à ce moment-là, il n'y avait guère que la Punto JTD
pour offrir une voiture avec des performances sensiblement équivalentes, puisque sinon on avait la grande tradition des 1,9 litre diesel 60, 70, 80 chevaux quand on était bien payé, mais on avait des petits moteurs atmosphériques, voire des petits moteurs turbo à la manière que chez Opel quand ils se faisaient les Corsa 1,5 litre TD, etc. Mais là, un gros moteur comme ça avec beaucoup d'agréments, ça ne se faisait pas. On était encore timide sur le diesel il y a 25 ans d'un point de vue de la puissance. Malgré tout, le 2 litres HDI quand il sort, c'est une petite déception entre guillemets, parce que il n'avait pas le caractère de l'ancien Turbo D. Il avait des performances à peu près équivalentes, voire un peu inférieures. C'était pas sa qualité première, on va dire. C'était des performances un peu décevantes. Par contre, on avait un rapport de consommation qui était correct par rapport à la cylindrée, parce que ça reste une grosse cylindrée pour un diesel, et surtout on avait une rondeur également d'utilisation, une rondeur sur le moteur pour l'utiliser qui était elle aussi bienvenue vis-à-vis du côté diesel par rapport à sa cylindrée, etc. C'était un moteur qui était relativement agréable à conduire. Et donc comme d'habitude, pour la fiabilité, on va commencer par la partie extérieure. Alors la partie extérieure chez Peugeot, je suis rarement tendre. Et là, on a l'exact, comment dirais-je, manque de qualité Peugeot que je signale depuis des années et dont de nombreuses fois et de nombreuses années, on me signale parfois que j'ai tort, ou que je dis des bêtises ou machin. C'est une voiture qui a eu sa vie quasi complète dans le sud, à part un démarrage de vie en Île-de-France, mais sinon elle a passé sa vie dans le sud, donc elle a vu le soleil tout le temps. Malgré tout, elle a, malgré les soins qui ont été apportés avant le début de cette vidéo pour mettre un coup de propre entre guillemets dessus, c'est une voiture qui a été entretenue globalement dans un garage, etc. Malgré ça, la peinture chez Peugeot, la métallisée, c'est très connu, ça fait des joyeusetés de ce genre, et donc ça c'est pas normal. Voilà, ça non plus, 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 ça non plus. On peut faire le tour comme ça. La peinture d'origine, c'est une cochonnerie, on n'a pas d'autres mots à dire. Alors certes, il y a d'autres marques qui ont ces problèmes là, on peut voir là, machin, sauf que chez Peugeot, il n'y a pratiquement pas un modèle, et c'est à chaque fois la même chose, où le vernis n'est pas pourri. Voilà, c'est comme ça, les vernis se décollent, même la calandre, machin. Bref, c'est pas la joie, la qualité de la peinture. Sur les métallisés, le vernis saute dans tous les sens. Ou alors, il faut être extrêmement maniaque ou extrêmement machin, mais à partir du moment où on va dire qu'on utilise normalement sa voiture comme devrait et comme devait l'être la 206 2 litres HDI, si la peinture est d'origine, bah voilà ce que ça va donner. Donc pour en faire un futur collector en puissance, va falloir passer par la case peinture avec le coût que ça représente, plusieurs milliers d'euros à la clé à dépenser. Malheureusement, s'il n'y avait que ça qui était assez merdique dans la qualité extérieure de la 206, ça irait bien, mais malheureusement ce n'est pas le cas, puisque par exemple vous avez la légendaire fragilité de la calandre. Donc la calandre, elle tient avec 2 vis ici de chaque côté, une vis au milieu et puis 4 petits picots en haut, et elle a ici, voilà, ce genre de choses. Donc les tétons en plastique, si vous l'enlevez, ça casse. Évidemment, comme c'est une voiture de ville, bah, le petit choc avant il peut arriver vite, donc votre calandre du coup elle tient pas et ça fait ce petit truc. Également, la petite chose qui est légendaire sur la 206, c'est les bosses de coin d'aile. Ça arrive très régulièrement. C'est assez fragile de ce côté là, donc ça c'est le style qui a malheureusement impacté ça. Mais évidemment, quand on veut un collector en puissance, la bosse ici présente, elle n'est pas terrible. Et il y a la bosse ici, puisqu'elle se fait aussi régulièrement, malheureusement, parce que des fois, il suffit qu'on frotte en ville, machin, avec le bandeau de pare-choc, et hop, ça va sur la truc, et puis sur l'aile, et puis hop, ça l'enfonce. Et ça, c'est pas terrible. Je passe sur le fait que les clips, les vis des passages de roue, ce soit de la qualité relativement modeste. Là on peut voir là ici le petit cache, si je le touche il va le dingue, donc ça c'est la qualité. Évidemment ce petit bandeau de pare-choc je l'ai reclipsé, mais on peut voir ici qu'il est pas terrible, ça arrive très souvent, donc qualité modeste, et c'est pas excusable parce que c'est une petite voiture.
Là, la version qu'on a sous les yeux, qui était le tout option de l'époque, le vrai tout option, quand on voulait se l'offrir avec les options GPS, cuir, etc., en euros constants d'aujourd'hui, c'est une voiture à 28 000 €, ce qu'on a sous les yeux en neuf. 28 000 €, c'est une somme. Donc, pour ce genre de somme, on attend une autre qualité de fabrication que ça. Je sais pas, vous prenez, tout à l'heure on parlait de la Corsa, vous prenez une Corsa au niveau des fixations, etc. C'est de bien meilleure qualité que sur la Peugeot, et la voiture est pas plus chère ou pas moins chère. Et c'est très souvent la même chose, et je me répète à chaque fois chez Peugeot, là les espèces de joints souvent ils gondolent, là pour le coup pour une fois ça ne l'est pas. Là, mettre du scotch ici pour faire une illusion d'optique, enfin je veux dire, qu'est-ce que ça coûte de mettre soit de la peinture soit machin? Non, chez Peugeot on aime le scotch, donc le scotch il a souvent tendance à s'éclater. Les rétroviseurs, ils sont d'une qualité extraordinaire sur la 206. Voilà, donc ça vibre, c'est très très joli. Le bandeau de pare-choc arrière, évidemment, on a la même qualité que le bandeau de pare-choc avant. Il casse très facilement, très souvent, c'est magique. Évidemment, ce truc-là, il est de très bonne qualité sur la 206. C'est pas que l'exemplaire ici qu'on a sous les yeux qui est impacté par ça. C'est très facile à casser sur une 206, en tout cas beaucoup plus facilement que ses concurrentes. C'est très dommageable, donc la qualité extérieure de la 206, c'est pas la joie. Les consommables et les trains roulants des Peugeot 206, on a différentes parties à évoquer. On va commencer par la partie avant. Sur la partie avant des 206, globalement, il n'y a pas une usure plus rapide des éléments d'usure classique, tout ce qui est rotule, amortisseur, etc., qu'une concurrente X ou Y. Par contre, les pneumatiques, quand on a les jantes en 16, se mangent assez vite parce qu'on a souvent des pneus sport. Mais bon, ça, c'est pas la grande majorité des 206 qui vont avoir ça. La majorité vont être en 14, voire en 15. Là, les pneus ont une usure un peu plus raisonnable, on va dire, de leur quantité. Le freinage, c'est pareil, il n'a pas une tendance à s'user particulièrement. Point d'attention au niveau des biellettes de suspension qui peuvent s'user, mais également des triangles. Mais bon, il n'y a pas énormément de pièces d'usure. En tout cas, c'est loin d'être un problème sur la 206. Et l'avantage par contre d'acheter une 206 par rapport à un autre modèle, c'est que cette voiture, elle va avoir un grand nombre de pièces à prix modique. Sur toute la partie avant, on peut refaire son train avant pour pas trop cher. Donc malgré tout, c'est souvent des voitures qui ont beaucoup de kilométrage. Si les pièces sont usées par l'âge ou par le kilométrage, le coût de remplacement est assez modeste et vous n'aurez pas une usure prématurée normalement d'un élément ou d'un autre. Normalement, ça va de ce côté-là, on est plutôt correct. Par contre, on va passer à la roue arrière, et quand on va à la roue arrière, évidemment, comme c'est aîné chez Peugeot, on a gratifié d'un train arrière de très bonne qualité qui a tendance à s'user relativement rapidement. Il n'y a pas vraiment de règles, ça va dépendre de la conduite, ça va dépendre de comment la voiture a été utilisée, ça va dépendre de son âge, de son stockage, ça va dépendre de si elle est chargée, pas chargée régulièrement, etc. Il n'y a pas de règles pour l'usure des trains arrière. En tout cas, l'avantage, entre guillemets, c'est que ça se fait contrôler tous les 2 ans au contrôle technique. Et si vous avez un train arrière usé, il y a différents symptômes pour le savoir sans lever la voiture. Une voiture qui est floue à partir de national, à partir de 90-100, vous avez quand même des chances que votre train arrière soit foutu. Si la voiture grince de l'arrière, vous avez des chances que votre train arrière soit foutu. Si vos roues sont arquées, il y a des chances que le train arrière soit foutu, etc., etc. C'est pas une légende, la 206, c'est comme ses ancêtres. Peugeot n'a pas amélioré ce point-là sur la 206. Le train arrière est merdique. Contrairement à l'avant, le train arrière coûte relativement cher. C'est plusieurs centaines d'euros facilement. Ça peut même monter à 1000 € parce que certains garages font, et ils n'ont pas tort, de remplacer le freinage, les amortisseurs, etc. en même temps, parce que tant qu'on y est, on fait les choses. Et puis remonter des pièces vieilles pour des histoires de garantie, c'est pas forcément l'idéal. Donc vous en avez facilement pour 1000 pour changer le train arrière. Évidemment, à la concurrence, entre autres, la Clio 2, ce genre d'avarie n'existe quasiment jamais. La ligne d'échappement, contrairement aux versions essence,
est un peu plus solide, fatigue un petit peu moins vite, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des remplacements d'échappement, même sur des diesels, de manière précoce par rapport aux versions essence. Donc, porter également un point d'attention sur le silencieux et l'intermédiaire qui peuvent s'user également un peu plus facilement qu'une autre voiture diesel concurrente. Après, pour le reste, en termes de consommables, on a une usure à peu près similaire et à peu près correcte sur la voiture. Normalement, ça pose pas de point critique. Le vrai point critique de la 206 se situe sur son train arrière. La fameuse 206 à l'intérieur avec son tableau de bord entre guillemets révolutionnaire en 1998 avec cette grande planche qui allait relativement loin. C'était des choses qu'on ne voyait pas à ce moment-là, hein, quelle que soit la concurrente. Même la Clio 2, quand elle sort, le tableau de bord est assez court sur le pare-brise. On n'a pas cet aspect un peu profond, un peu bulle qu'avaient les autres. Cependant, la qualité de fabrication de la 206, quand elle est équipée d'airbags latéraux, c'est également légendaire, puisque on a ici les attaches de cache airbag qui sautent. Évidemment, quand un contrôleur technique fait son travail correctement, là ça passe, mais la grande majorité du temps, poum, ça pète et l'airbag est apparent. Évidemment, ce n'est pas censé passer. On va dire que ça passe la grande majorité du temps, mais normalement ce n'est pas censé passer. Sachez que cette avarie peut arriver de ce côté-là ou du côté passager de manière indifférente. Prenez-en garde, puisque c'est quand même pas terrible d'avoir son airbag apparent. Évidemment, c'est malheureusement le cas aussi bien sur des versions essence ou diesel que des versions en cuir ou en tissu. Il n'y a pas de règle de ce côté-là, malheureusement. La qualité du siège à ce niveau-là, elle est assez modeste. Là où ça a progressé par rapport à la 205 qu'elle remplaçait, c'était au niveau des mousses de siège. Elles étaient beaucoup plus endurantes, même avec les sièges baquets sur les 206. Les mousses globalement sont de meilleure qualité que sur la 205. Donc il y a eu un petit progrès de ce côté-là. Le cuir également est globalement de meilleure qualité sur la 206 que la 205. Il a moins tendance au niveau des coutures à sauter, hormis, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'airbag. Parfois, il peut s'user à cet endroit-là au niveau du siège conducteur, ce qui est logique, hein, on va dire que c'est le passage, l'entrée, la sortie dans la voiture. Par contre, quand vous avez l'option Alcantara au niveau du centre, donc à la même matière que ça, c'est une cochonnerie et qui se déchire très facilement. C'est pas de la très bonne qualité. Et quand on a des versions en tissu ou en velours, globalement, c'est pas pire ou pas mieux que les autres. Donc, on va ni la blâmer, ni lui dire que c'est une bonne qualité. On va simplement dire que quand elle a l'option cuir comme d'ici, le cuir est globalement de meilleure qualité que la concurrence. Donc, on va dire que c'est un bon point de ce côté-là. Par contre, généralement, le volant cuir sur la 206 ne s'use pas comme ici. Alors il s'use sur les phases 1, ça c'est le premier volant, on le voit uniquement quasiment sur les 206 S16, ce volant en cuir. Et sur les 206 S16 première du nom, oui, il a tendance à s'user et à peler comme ça. Donc le HDI, il l'a pas. Par contre, sur les 206 HDI qui sont venus un petit peu après, qui étaient en cuir aussi, en version premium, le cuir était de meilleure qualité. Donc ils ont dû changer de fournisseur à un moment pour avoir un meilleur volant. Donc globalement, de ce côté-là, c'est normalement vous n'aurez pas ce volant là, donc normalement vous n'aurez pas cette avarie là. Par contre, quand vous avez le volant en caoutchouc, il se dépiote dans la main, machin, il n'est pas très agréable, donc il n'est pas terrible, il faut le dire, malheureusement. Dans la continuité du pas terrible, on a ça. Ça, c'est la magie Peugeot. Hop, quand on passe une vitesse, ça a tendance à aller dans le frein à main, machin, c'est magique. Après, hop, on n'arrive pas à enlever le frein à main. Bref, on se prend la tête. Peugeot nous a gratifié d'une qualité de pommeau de vitesse sur les 206 à l'image de la 205 qui est légendaire. Donc voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir cette joyeuseté de vous offrir ce pommeau de vitesse indépendant. Certainement que c'est pour le rentrer chez soi, pour éviter de se faire voler la matière cuir de cette voiture. Là, la climatisation à cet endroit-là ne pose globalement pas de problème, si ce n'est comme ici une problématique d'ampoule. Donc le rétroéclairage ne fonctionne pas. Parfois, bon, c'est une ampoule, ça peut arriver qu'elle cède. Cependant, on a très régulièrement sur les 206 des problèmes de fuite
de liquide de refroidissement dans l'habitacle côté conducteur au niveau des pédales. Et donc quand on a ça, c'est les tuyaux qui partent du côté de l'habitacle, donc c'est juste la couverture qui vient juste avant le radiateur de chauffage. Donc le radiateur de chauffage est derrière cette pièce, et donc là vous avez du liquide de refroidissement qui peut couler, et donc ça c'est à cause des tuyaux en plastique qui ont tendance à péter. Donc il faut remplacer cette pièce. C'est pas très cher, ça vaut 30-40 € ce truc. C'est un peu chiant à faire, mais bon, c'est toujours moins chiant que d'avoir le tapis trempé de liquide de refroidissement, surtout que ça, en général, ça odorise pas mal. Donc là, c'est un des défauts récurrents sur la 206 en termes de ventilation, chauffage. Quand ça coule ici, c'est ce truc-là. En pièce, c'est 40 €. Si vous le faites faire au garage, forcément, ça va vous coûter 200 € avec la main d'œuvre, ce qui est logique. Tout le monde doit gagner sa vie. Autre joyeuseté de la 206, les compteurs. Les contours qui s'envolent, les compteurs de vitesse qui ne redescendent pas, machin, enfin bref, qui sautent, qui cassent. La qualité 206 sur les compteurs, c'est magistral. Phase 1, phase 2, il n'y a pas de règle. Évidemment, sur les phases 1, c'est pire que sur les phases 2. Donc, c'est pas évident d'avoir une 206 avec un kilométrage réel. Il y a beaucoup de 206 qui ont eu les compteurs changés. Et ça veut pas dire que le gars d'avant vous ou l'un des précédents propriétaires a essayé de vous frauder. C'est simplement que il met le compteur qui peut, le pauvre. Mais c'est une récurrence sur la 206. Le compteur a tendance à céder. Essence diesel, c'est la même joie. Sur les 206 également, on a la joie souvent d'avoir des problématiques, comme ici. Si je récupère la clé dans la poche d'afficheur central, donc la version GPS est un peu moins pire, mais on peut voir ici que les pixels ont tendance à sauter, même de l'autre côté. Bref, c'est pas terrible de ce côté-là sur la 206. Il y a des spécialistes qui refont ces trucs-là pour, je sais pas, 50 ou 100 €, je sais plus. Ça s'enlève assez facilement. Il y a 2 vis derrière qui tiennent le truc. Une broche, ça se répare. Quand on veut faire un collector, c'est quand même mieux d'avoir un afficheur qui fonctionne. Après, pour le système audio, il n'y a rien de spécial à signaler. Ça marche ce que ça marche. En tout cas, ça tombe pas en panne particulièrement. Le reste du tableau de bord, etc., la qualité est assez quelconque, je dirais, dans les plastiques. Par contre, l'avantage qu'ils ont, comme souvent chez Peugeot, ils ont tendance à pas facilement se rayer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Certains perdent un peu leur teinte ici, mais bon, franchement, il y a des concurrentes qui font bien pire de ce côté-là, donc on va pas la blâmer particulièrement. La moquette est pas d'une énorme qualité, la matière est assez rase, donc c'est pas fameux non plus de ce côté-là. Voilà, donc c'est un bilan moyen, voire très très moyen, les 206 à l'intérieur, à l'image de la partie extérieure. Si vous avez l'option cuir, c'est moins pire, mais bon, comme il y en a très peu des 206 de litage des cuirs, vous aurez compris, vous aurez souvent un intérieur qui est fatigué. J'oubliais la fameuse qualité des charnières Peugeot qui claquent ou les portes qui reviennent. Il y a différents problèmes, hein, soit la casse complète de la charnière, soit le téton ici qui casse, enfin bref. Le grand classique de chez Peugeot, la fameuse charnière. Là, pour le coup, elle fonctionne parce qu'elle n'a pas trop de kilomètres, mais on l'entend qui commence à claquer, et ça c'est évidemment encore une fois un non-progrès de chez Peugeot, puisque c'est un truc, ça faisait déjà 20 ans qu'ils avaient ce problème là, et les 20 ans après ils l'ont toujours, donc merci Peugeot. Nous voici donc en vision avec un 2 litres HDI 90 chevaux, donc une bête de course associée à une boîte manuelle à 5 rapports, traditionnelle de chez Peugeot, une boîte BE. Donc cette voiture qu'on a sous les yeux, ce moteur qu'on a sous les yeux, globalement c'est une mécanique fiable, voire plus, voire très très fiable. Il n'y a pas de gros problèmes à signaler sur cette mécanique, si ce n'est la qualité évidente comme d'habitude des caches moteurs de chez Peugeot, avec des pions d'une grande qualité pour les tenir. Ça fait partie de l'ensemble qualité Peugeot, ça va avec. Globalement, il n'y a pas tellement d'avaries, c'est une mécanique qui est dépourvue de la plupart des éléments de pollution moderne. Malgré tout, il a quand même une vanne EGR, il a quand même un turbo, il a quand même un système d'injection à rampe commune, donc à haute pression.
Les injecteurs globalement sont fiables. Parfois on va avoir quelques petits problèmes au niveau de la pompe, etc. Mais qui sont relativement facilement réparables pour un mécanicien dieseliste connaissant la problématique. Par contre, sur les 206, spécifiquement, on peut avoir des problèmes qui sont plutôt autres que le moteur en lui-même ou la boîte de vitesse ou l'embrayage qui a également une très bonne durée de vie sur ces versions-là. On va avoir parfois des problèmes de calculateur qui peuvent ne plus reconnaître la clé. Donc, évidemment, vous aurez compris qu'on a une très belle qualité électronique de ce côté-là. Donc, on peut avoir ça qui peut poser problème. On peut avoir des fuites de direction assistées grâce à ce petit tuyau présent ici qui peut, avec le temps, poser problème. Donc ce tuyau-là est parfois pas terrible. On peut avoir des fuites de ce côté-ci. Évidemment, la magnifique centrale ABS qui est située derrière le phare peut évidemment poser problème sur cette voiture. Donc là, on est sur des interventions qui coûtent relativement cher. On est sur des interventions à plus de 500 € de ce côté-là et également à plus de 500 € sur le BSI. Voilà, donc on est déjà à 1000 € à droite et à gauche chaque phare. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Sinon pour le reste ça va, il n'y a pas de problème particulier au niveau du turbo, on n'a pas de problème de boîte de vitesse qui n'encaisserait pas le couple, etc. Donc on a une partie mécanique fiable, voire très très fiable. Cependant, on va y trouver quelques malheurs électroniques, surtout au niveau du boîtier ABS et du calculateur, et puis quelques avaries de fuite ou de pompe. Mais c'est plus sporadique et c'est surtout sur des véhicules avec un kilométrage relativement important. Donc les contrôles de base sur la voiture, assurez-vous d'avoir les deux clés, assurez-vous que le système ABS fonctionne, parce que parfois c'est un capteur au niveau de la roue, mais il y a quand même des chances relativement nombreuses que ce soit ce fameux bloc ABS qui soit HS. Et là, c'est pas les seuls à avoir ce problème-là, mais c'est super coûteux pour une telle voiture. Donc, quoi penser de cette 206? Eh ben, j'en pense pas grand-chose. Cette voiture, en termes de qualité de fabrication, c'est du très modeste. Faut être clair. On est très attiré à chaque fois chez Peugeot par souvent l'esthétique assez avantageuse, je dirais, par rapport à la concurrence, parce qu'ils font des designs souvent assez sportifs, assez agressifs. Ils ont parfois, comme ici, des finitions intéressantes quand les voitures sont neuves. Elles font un petit peu rêver, des belles jantes, des beaux cuirs, des beaux machins. Et puis après, il arrive là, que la voiture ait 10 ans, puis 20 ans, puis voire plus, quand elle y arrive, la pauvre. Ce qui n'est pas forcément le cas des plus récentes. Mais cette 206 qu'on a sous les yeux, qui nous a fait tant rêver quand elle était neuve, eh ben, elle a beaucoup de points à déplorer sur la qualité de fabrication, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi bien dans les consommables avec le problème des trains arrière, etc. Et puis les quelques petits problèmes électroniques. Il y a deux écoles pour les gens qui aiment ce genre de voiture, c'est ceux qui veulent en faire des collectors, comme on dit. Et là, elle va certainement coûter pas mal d'argent, entre guillemets, en remise en état. Pour un exemplaire comme ici, on a une base qui est intéressante pour en faire un collector avec toutes ces options. Moi, le diesel, c'est pas ma tasse de thé, mais encore une fois, je sais qu'il y a des très grands amateurs de diesel. Et une voiture comme ça, il faut mettre plusieurs milliers d'euros pour la remettre digne d'un état collector. Et forcément, les frais de remise en état seront supérieurs à la valeur de la voiture aujourd'hui. Donc, c'est un calcul à prendre en compte, mais pour en faire un collector, il va falloir passer par la case banque. Ensuite, il y a celui qui veut s'en servir tous les jours et qui souhaiterait s'accommoder d'un état esthétique équivalent à celui-ci, pariant sur la fiabilité légendaire Peugeot, qui est une légende. Là, pourquoi pas également, mais attention à tous ces petits problèmes électroniques comme j'ai détaillé, les quelques problèmes qui peuvent être assez encombrants sur un contrôle technique, pour peu que le gars soit méticuleux, on va dire, sur son contrôle technique. Donc, les 206 2 litres HDI en bon état, en bonne condition, se font très très rares et très difficiles à trouver, ou alors il va falloir passer comme ici à la case banque et donc sortir beaucoup d'argent. Ce pourquoi une 206 2 litres HDI,
Pourquoi je lui mettrais plus que 12 sur 20 je ne lui mettrais pas plus que 12 sur 20 en termes de notes de fiabilité, parce que c'est une machine qui peut aller très loin, évidemment, parce qu'elle a un certain nombre de qualités, parce qu'on pourrait se dire que ce diesel n'est pas fiable, parce qu'il y a quelques petites choses qui vont l'empêcher parfois de fonctionner sereinement. Et bien, en fait, par rapport à ce qu'on va trouver 10 ans, 20 ans après la sortie de cette voiture, évidemment, cette voiture est beaucoup plus fiable. Mais par contre, avant de l'acheter, l'aspect esthétique, il nous ennuie un petit peu. Donc, on ne peut pas avoir une très très bonne note sur cette 206 HDI. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité, vos commentaires sur vos messages également, qu'ils soient publics ou privés. Merci à vous pour votre toujours d'être là. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests, de nouveaux avis fiabilité sur la chaîne Le Garage PTS sur Facebook, YouTube, Instagram. Merci à vous, à bientôt.